Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Je suis en ligne et en Zoom avec Guillaume Rosier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en informatique, fondateur de Covid Tracker. Merci d'être avec nous ce matin parce que votre application, on peut l'appeler comme ça, est devenue incontournable pour connaître l'état de la vaccination en temps réel. C'est sur les derniers chiffres de l'épidémie. Vous êtes jeune, vous avez 24 ans. Racontez-nous un petit peu comment votre site est devenu incontournable et comment vous vous êtes lancé dans cette application? Alors déjà, en fait, je pense que c'est important de rappeler l'histoire parce que j'avais jamais anticipé la création du site internet, j'avais jamais prévu ça. J'ai commencé, en fait, si on retourne un tout petit peu dans le passé, j'ai commencé il y a plus d'1 an maintenant, malheureusement. Et en fait, j'ai commencé à faire juste un graphique, une visualisation de données pour comprendre comment évoluait l'épidémie. Il y a 1 an, début mars, on parlait très peu de l'épidémie. Il y a un peu plus d'1 an, entre le 5 et le 10 mars, on parlait très peu de l'épidémie. En France, ça nous paraissait lointain, ça ne nous paraissait pas dangereux. Or, la situation commençait à devenir critique en Italie, notamment, donc dans notre pays voisin. Et moi, j'avais envie de comprendre comment évoluait l'épidémie en France par rapport à l'Italie. Est-ce que finalement, on était vraiment à l'abri ou pas? Et donc, j'ai récupéré des données, j'ai fait cette visualisation de données. Donc, c'était tout simplement un graphique qui montrait le nombre de cas détectés de Covid en France et en Italie. Et puis là, en fait, ça m'a un peu choqué parce que j'ai remarqué qu'on avait exactement la même dynamique, la même explosivité, la fameuse exponentielle, mais décalée, retardée de 8 à 9 jours. Ouais. Et donc, ça m'a un peu choqué parce que ça contrastait avec l'ambiance très décontractée finalement. Et donc, je me suis dit, en fait, il n'y a aucune raison que ça finisse pas, que la situation ne devienne pas aussi tendue en France qu'en Italie, vu l'évolution. Et donc, ce graphique, je l'ai partagé à 2-3 amis, et puis quelques jours plus tard sur Twitter. Et puis en fait, ces quelques personnes ont commencé à être très intéressées pour avoir une mise à jour du graphique chaque jour, pour voir quelle était l'évolution au jour le jour, pour voir si on suivait toujours les pas tendus de l'Italie. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu pénible de refaire le graphique à la main, de l'envoyer à mes amis par message sur Twitter, etc. Et donc j'ai créé une page blanche toute simple avec le graphique dessus, et c'était la première version de Covid Tracker. Après, elle s'est étoffée au fur et à mesure des mois pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est devenu assez stratosphérique, puisqu'en février, par exemple, on a eu 1,5 million d'utilisateurs distincts, donc de personnes distinctes qui ont consulté le site uniquement sur le mois de février. Ça représente une quinzaine de millions de pages vues chaque mois. Donc c'est absolument inimaginable. Moi, j'avais jamais anticipé ça. Je pensais pas du tout que ça atteindrait de tels niveaux. De tels niveaux. Et vous vous êtes rendu compte à quel moment vous avez réalisé que c'était devenu un outil incontournable ? Alors, l'outil a commencé à gagner en popularité vraiment au fur et à mesure des semaines et des mois. Encore une fois, sans qu'on l'ait généré finalement. C'est-à-dire que nous, on a amélioré le site de jour en jour, de semaine en semaine, en rajoutant des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils au fur et à mesure des mois qui permettaient aux gens de mieux comprendre l'épidémie, de mieux comprendre comment elle se développait, de mieux comprendre le niveau de gravité, de voir comment évoluer l'épidémie dans son territoire ou dans sa tranche d'âge. Et donc le site a été de plus en plus consulté tout au long du printemps 2020, il y a 1 an. Ensuite, l'été dernier, c'est retombé parce que les gens sont partis en vacances, parce qu'on parlait moins d'épidémie. Et puis après, à la rentrée, c'est là véritablement qu'il a commencé à être très utilisé, et notamment par des journalistes qui ont commencé à l'utiliser très régulièrement pour des articles, pour les JT de 20 heures, pour leur émission, etc. Et puis ensuite, des hôpitaux, comme le centre hospitalier par exemple de Grasse, qui m'a appelé pour me dire qu'ils utilisaient Covid Tracker quasiment quotidiennement en cellule de crise. Et puis ensuite, des politiques, puisqu'aujourd'hui, il est utilisé visiblement par le président de la République et par Jean Castex en conférence de presse pour afficher quelques graphiques. Mais c'est sidérant, non ? C'est sidérant qu'un jeune homme de 24 ans qui est totalement en dehors, vous êtes ingénieur, mais en dehors du système, j'ai envie de dire, soit devenu la référence utilisée même par le président de la République et le Premier ministre, et que ces données, finalement, personne n'ait eu l'idée de faire le travail que vous avez fait dans l'administration, alors qu'on ne va pas réénumérer le nombre de services de l'État qui auraient pu le faire. Oui, et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que finalement, j'ai jamais pris au sérieux Covid Tracker dans le sens où j'ai jamais anticipé, j'ai jamais généré. À aucun moment, je me suis dit, allez, je me lance dedans et puis je vais faire un site super bien qui va être super consulté. À aucun moment, je me suis dit ça parce qu'en fait,
jusqu'à très récemment, jusqu'à quelques semaines ou quelques mois, je me disais quelqu'un d'autre va le faire. Ce quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'État, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est peut-être plus compétent que moi, ou un privé qui a plus de moyens que moi tout seul. Parce que je tiens à rappeler que ça a commencé, et c'est toujours le cas, Covid Tracker est développé le soir, le week-end. J'ai une activité principale. Aujourd'hui, on est une dizaine de contributeurs à Covid Tracker. C'est plus une initiative solitaire, mais on fait tout ça bénévolement le soir, le week-end, en dehors de notre métier ou de nos études la journée. Oui, pardon. Mais je me disais que quelqu'un d'autre va faire ça. Ensuite, je tiens à rappeler quand même que ça n'aurait pas été possible sans les services de l'État. C'est-à-dire qu'on a Santé publique France qui fait un énorme travail de collecte des données. C'est pas moi qui collecte les données. Par exemple, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de cas positifs, etc. Ça, c'est Santé publique France qui collecte ces données-là. Et puis ensuite, ils ont fait un énorme travail de mise à disposition de ces données-là en open data, c'est-à-dire qu'ils publient ces données-là de manière transparente et exhaustive et régulière tous les jours. Et nous, c'est ce qui nous permet de faire Covid Tracker, puisqu'on se nourrit de ces données, on est branché directement sur ces données. Donc sans les services de l'État, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais ça a été compliqué de récolter ces données ? Parce que c'est pas comment vous y êtes pris justement, parce que c'est pas des données qui sont forcément accessibles à tout le monde, et comment ça s'est passé ? Alors, ça dépend de quel type de données on parle. Aujourd'hui, le Covid Tracker est entièrement branché sur de l'open data, donc sur des données qui sont accessibles par tout le monde, qui sont libres, gratuites, officielles et accessibles par tout le monde. Mais à certains moments, on a dû, c'est sûr, demander de manière très insistante à ce que certaines données soient publiées, parce que toutes les données n'ont pas forcément toujours été publiées. Pour les données hospitalières, Santé publique France a très rapidement publié des données il y a 1 an. Pour le dépistage et les cas positifs au coronavirus, ils ont aussi publié des données dès qu'ils le pouvaient en mai dernier. Par contre, on a d'autres données qui n'ont pas été publiées suffisamment rapidement à notre goût, comme par exemple les données sur la vaccination. On a dû réellement faire de nombreuses demandes pour qu'elles soient publiées. Et ça a duré longtemps. Et les données, par exemple, sur les variants, le nombre de cas issus du variant anglais, qui nous préoccupe beaucoup, ont été publiées très tardivement, quasiment 2 mois après qu'elles aient commencé à être collectées. Et donc ça, c'est problématique parce que ça ne nous a pas permis d'anticiper la montée en puissance du variant anglais. On savait que le variant anglais montait en puissance, mais on ne savait pas dans quelle proportion précisément. Et donc ça ne nous a pas permis d'anticiper l'évolution actuelle. Enfin, pas aussi bien qu'on aurait pu sinon. Mais donc on a quand même beaucoup de données qui sont publiées en open data. Donc je tiens à remercier tous les services impliqués. Mais il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait plus de données en open data, plus précises, plus exhaustives. Lire un graphique, lire des chiffres, c'est pas donné à tout le monde non plus. On a vu, il y a eu plusieurs polémiques sur l'interprétation. Vous publiez ces courbes, après chacun les interprète, ou les chiffres sont les chiffres et il n'y a pas de discussion possible. Il faut savoir les lire, vos courbes quand même. Ah oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on essaye de guider un maximum l'utilisateur. On essaye d'éviter les pièges. Mais faire une courbe, c'est déjà éviter la plupart des pièges. Par exemple, je donne un exemple tout simple, mais le nombre de décès quotidiens à l'hôpital de la Covid varie énormément. Aujourd'hui, on le sait très bien, varie énormément suivant les jours. C'est-à-dire que le samedi, le dimanche, on a beaucoup moins de décès ou même de cas, c'est vrai aussi, qui sont reportés parce qu'on a moins de personnel qui saisit ces données-là dans les systèmes d'information. Et puis, à contrario, le lundi, mardi, on a un gros rattrapage de toutes les données qui n'ont pas été saisies le samedi, dimanche. Donc, on a des données beaucoup plus élevées. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas, et ça c'est très important, il faut vraiment pas comparer les chiffres bruts, il faut pas du tout comparer le nombre de décès aujourd'hui avec le nombre de décès hier, ça n'a pas de sens. Et à partir du moment où on fait un graphique, automatiquement on évite ce piège, puisqu'on se rend bien compte du motif hebdomadaire qu'on observe avec donc des pics en début de semaine et des creux en fin de semaine. Et donc, on se rend compte uniquement en faisant un graphique que c'est pas intelligent de raisonner de cette manière-là. Donc, je tiens à rappeler que faire un graphique, c'est aussi contextualiser les données et donc c'est éviter un certain nombre de pièges. Maintenant, évidemment, l'interprétation des graphiques peut être subjective. Il faut faire très attention et donc pour ça, on essaye d'éviter un certain nombre de pièges et on essaye de guider l'utilisateur en indiquant quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Où on en est aujourd'hui de ce que vous voyez, parce qu'on parle de 3e vague, de 4e vague, de creux, de reprise. Est-ce que c'est une chose que vous pouvez préciser à l'instant où on parle ? Oui, alors aujourd'hui, si on prend un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, je vais retourner jusqu'à début décembre très rapidement. On avait 10 000 cas par jour.
donc un virus qui circulait beaucoup, mais pas non plus énormément. Ensuite, ça a augmenté jusqu'à fin janvier, jusqu'à environ 20 000 cas, donc ça a doublé. Et puis après, entre fin janvier et il y a 3 semaines, on va dire, 2 semaines, 3 semaines, on avait un nombre de cas qui était relativement stable, des moments qui diminuaient, des moments qui montaient, mais qui étaient globalement compris entre 20 et 25 000 cas par jour. Donc c'était une circulation virale qui était élevée, mais relativement stable d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre. Depuis 2 semaines environ, on a une envolée du nombre de cas avec une croissance assez forte, malheureusement. Donc aujourd'hui, on détecte 20% de cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ça signifie que le nombre de cas double toutes les 3 semaines environ. Donc on a véritablement une envolée de l'activité épidémique, en tout cas une envolée du nombre de cas détectés. Et malheureusement, les hôpitaux sont aussi de plus en plus sous tension, avec des admissions à l'hôpital et en soins critiques, services de réanimation, qui sont là aussi en forte augmentation. Aujourd'hui, on a entre 400 et 500 admissions chaque jour en soins critiques. C'est au niveau du pic de la deuxième vague, c'est même supérieur au niveau du pic de la deuxième vague en novembre dernier. Écoutez, et donc vous allez continuer à collecter ces données sur la vaccination aussi. Là, c'était plus compliqué pour vous à faire? Oui, c'était un peu plus compliqué. Tout à l'heure, je parlais de certaines données qui avaient été plus compliquées à obtenir. Sur la vaccination, c'était un peu plus compliqué. Pendant 2 ou 3 semaines, on n'avait pas ces données-là, donc on a dû batailler un peu, les demander avec insistance. On a fini par avoir un open data, donc elles ont été publiées de manière quotidienne, et désormais elles sont toujours publiées de manière quotidienne, et donc on utilise directement ça pour Vaccin Tracker, qui est un outil de Covid Tracker et qui permet de suivre la campagne vaccinale en France. Très bien. Écoutez, merci Guillaume Rosier d'avoir été avec nous ce matin. On vous félicite pour ce que vous avez fait, ce site que tout le monde peut aller consulter. Encore une fois, pas toujours facile de s'y retrouver, mais je pense que ce Covid Tracker a eu un impact réel sur le débat public et sur la connaissance de la progression du virus. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.